Bonjour, bonjour. Bonjour. Donc là, il y a... Ok. Bonjour à tous. Désolé, hein, je ne sais pas si c'est moi qui ai été en retard parce que je pensais que par rapport à Monsieur Tamsir, c'est que c'était moi, qu'en fait, que vous étiez en retard. Non, j'étais connecté. D'accord, ok. Donc, tant mieux. Donc là, je viens de partager en fait le lien sur les réseaux. D'accord. Et donc, voilà. Juste pour information, on a eu quelques changements de dernière minute avec des personnes qui se sont désistées malheureusement. Et donc, du coup, voilà, on a essayé de faire pour le mieux. Donc là, on a fusionné deux panels, à savoir le panel de discussion sur la logistique, le supply chain, et enfin le deuxième panel qui devait suivre par rapport au Silicon Valley africaine. Bon, j'ai vu que tous les deux, que vous étiez en fait que vous pouvez en fait, qu'on pouvait se fusionner parce que j'ai parcouru un petit peu vos profils et donc du coup voilà. Ceux qui nous suivent, n'hésitez pas à vous poser vos questions sur le réseau, sur les réseaux sociaux, et on essaiera d'y répondre comme on peut. Et donc, du coup, sans plus tarder, je vais donner la parole à nos invités. Je vais commencer par Monsieur Tamsir Ousmane Traoré. Et Monsieur Tamsir Ousmane Traoré, vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous et sur ce que vous faites. D'accord, bonjour à tous. Merci déjà de nous convier à cette rencontre. Je m'appelle Tamsir Traoré, je suis un jeune entrepreneur sénégalais dans la logistique depuis... vous n'entendez pas? Si, pour moi c'est bon. Ok. Alors, je suis dans la logistique depuis une quinzaine d'années. D'abord en lançant une structure de messagerie au Sénégal. Maintenant en étant dans un secteur beaucoup plus global, en tout cas, qui est la logistique carrément africaine, panafricaine, et de justement voir comment répondre en tout cas aux challenges de ce siècle par rapport à la connexion avec les marchés africains et par rapport à tout ce qui est en train de se faire, comme la zone de libre-échange économique et tout. Donc, je suis un fervent logisticien, j'adore les problématiques logistiques. Et puis voilà, ravi d'être avec vous. On n'entend pas par contre. Ouais. Non, mais c'était important. On t'entend pas du coup. Ouais. Le micro qui est... Oui, allô? Ouais, là c'est bon. Ouais. Là, vous m'entendez? Oui, là on t'entend. D'accord. Oui, donc je disais que j'ai eu à parcourir un petit peu aussi votre profil et je sais qu'aujourd'hui, Tamsir Ousmane, c'est en africain pour l'Afrique. Et donc j'ai vu, voilà, vous avez un grand parcours. Donc vous avez été directeur général de Tex, c'est quoi? C'est Tex Courrier. Voilà, et pendant plus de 10 ans. Et aujourd'hui, cette aventure que vous avez entamée avec le judo, c'est encore c'est un beau aboutissement. Et on espère que ça va vraiment apporter beaucoup à l'Afrique. Voilà. Et donc, du coup, sans plus tarder, je vais donner la parole aussi à Monsieur Youssouf Dia. Monsieur Dia, pouvez nous en dire un petit peu plus sur vous, sur votre parcours? Bonjour Amadou, bonjour Ousmane, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être parmi vous et de partager ce panel avec des esprits comme vous. C'est un plaisir. Alors, moi, je suis dans l'informatique et l'ingénierie numérique depuis 8-9 ans, on va dire.
J'ai fini mes études, j'étais ingénieur développement Java J2E, un peu de web, un peu de mobile. Et depuis 2 ans maintenant, j'évolue un peu sur l'infrastructure, notamment sur le AWS et du Google Cloud. Ça, c'est pour la partie technique. Et pour la partie entrepreneuriale, on a fondé une entreprise donc, sur le Sénégal, donc à Dakar, une société d'ingénierie numérique qui s'appelle Quality Technology et qui évolue dans le conseil. D'accord. Super. Bah, merci pour cette introduction, Youssouf. Donc là, sans plus tarder, on va rentrer au niveau des questions. Donc, comme je disais, on a figé deux panels. Là, ma première question, c'est concernant la logistique et le supply chain. Monsieur Tamsir, pouvez-vous nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est et cela implique quoi en fait pour l'Afrique? Bah, écoute, c'est une question très large, hein. Aujourd'hui, la logistique, j'ai envie de te dire, c'est ce qui nous permet d'être connectés, de pouvoir s'habiller, de pouvoir alors, s'exprimer. Aujourd'hui, on est au cœur de l'activité, qu'elle soit économique ou même sociale. Euh, En temps de Covid, on a vraiment compris l'importance, en tout cas, de la mobilité, autant la mobilité des gens, euh, mais aussi la mobilité de biens et services. Donc, les entreprises de e-commerce, par exemple, ont pu percer durant cette période parce que justement, les gens ont cette nécessité ponctuelle de recevoir des choses, d'envoyer des choses, d'acheter. Donc, il faut tout le temps qu'il y ait un processus qui fasse que du fournisseur au client final, en tout cas, le produit puisse être livré. Donc, grosso modo, c'est ça la logistique. La logistique en Afrique, c'est vraiment le challenge du millénaire. Euh, on a l'occasion de ne pas faire l'erreur qu'ont fait certaines puissances, c'est-à-dire d'aller 20 ans en arrière, de revenir en arrière sur les fondamentaux. On a plus d'infrastructures assez lourdes. Donc, nous, on est aujourd'hui là pour justement connecter les marchés africains et surtout aider en tout cas les économies à travers une logistique intelligente. D'accord, d'accord. Merci pour cette réponse. Et donc, du coup, sinon, aujourd'hui, en fait, c'est quoi la place de la logistique dans le marché africain? Écoute, elle est plus que présente, hein. Aujourd'hui, la place de la logistique, moi, je prends beaucoup l'exemple des gens qui ont l'habitude de voyager et qui nous disent, oui, certains produits sont beaucoup plus chers en Afrique ou ici que dans. Je dis, bah, parce que le coût logistique pour le ramener n'est pas le même. Aujourd'hui, qu'on se leurre pas, toutes les entreprises ont les mêmes niveaux de marge, qu'elles soient en Europe, en Afrique, mais finalement, c'est le coût qui joue. À combien le coûte le fait de transporter, à combien lui coûte le fait d'entreposer, à combien lui coûte le fait de pouvoir distribuer. Et c'est ces coûts-là aujourd'hui qui sont en jeu et c'est ce qui fait que finalement, nous, Africains, on ne se retrouve pas, en tout cas, on veut certains produits, on veut certaines qualités, mais pour nous, ce qui est basique, certaines marques basiques deviennent des produits de luxe chez nous parce que justement, les coûts logistiques sont énormes. On parle de 3 fois la moyenne en termes de coûts kilométriques. On dit qu'en Afrique, on est aux alentours de 3 fois la moyenne mondiale. Donc, ça veut dire D'accord. Donc, d'ailleurs, par rapport à ces coûts, aujourd'hui, vous, en termes d'innovation, qu'est-ce que le Jidou apporte aujourd'hui? Et comment vous faites pour tacler ces problématiques, notamment? alors, nous, on a dès le départ identifié 3 problématiques. Un, c'est le niveau d'informel. Il y a énormément d'informels dans nos marchés. Le deuxième, c'est le nombre d'intermédiaires. C'est-à-dire qu'au-delà d'avoir de l'informel, certains secteurs sont tellement déstructurés qu'au lieu d'avoir 2 types d'acteurs clairement définis, tu te retrouves à avoir une pléthore d'acteurs qui sont là justement parce qu'il y a un vide. Le troisième, D'accord. le troisième, c'est vraiment la partie traçabilité, transparence. C'est de pouvoir aujourd'hui exécuter des opérations, mais de savoir vraiment quels sont les coûts qui sont derrière. Moi, je prends un exemple souvent du dédouanement de marchandises. Euh, Quand quelqu'un importe, bah, on lui dit c'est tant, mais il ne sait pas réellement quels sont les coûts qui sont rattachés à ce prix-là. Donc, nous, on essaie d'intervenir sur ces 3-là en proposant une plateforme 100% dématérialisée et qui permet d'avoir l'information, de pouvoir la comparer, mais aussi de pouvoir exécuter, d'avoir une traçabilité au niveau de la distribution.
D'accord. Donc là, bien évidemment, là, on vient de parler d'informel. Moi, je voulais savoir par rapport aux utilisateurs aujourd'hui qui font appel à vous ou qui veulent, en tout cas, profiter de la logistique, est-ce qu'il y a une certaine transparence qui existe ou est-ce qu'ils demandent cette transparence? Et aussi en matière de régulation, qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui sur la table? Est-ce qu'on en parle vraiment ou on continue toujours d'essayer de faire les choses à l'informel? Et est-ce que ça, finalement, en fait, c'est pas un frein? Écoute, moi je dis que la première problématique, elle est d'abord culturelle. Je m'explique, elle est culturelle et je pèse mes mots. Je vais prendre un exemple tout simple. Avant-hier, j'ai eu un client qui est venu. Il voulait faire une expédition. Il est arrivé. Je lui dis, je lui donne le montant. Il me dit, OK, bah, je veux payer 50% d'avance et 50% après la livraison. Je lui dis, d'accord. Pour ne pas le nommer, je lui dis, bon, est-ce que vous avez l'habitude d'aller à DHL? Il me dit, oui. Je lui dis, quand vous arrivez à DHL, vous payez cash? Il me dit, oui. Je lui dis, pourquoi vous payez cash chez DHL et chez nous, vous voulez. Je lui dis, on est une entreprise encore plus nationale, vous devez être fier d'avoir une entreprise qui vous arrive à vous donner le même niveau de service. Il me regarde, il me dit, tu as raison. Et c'est pour ça que je dis que c'est culturel, parce que ce qu'on n'ose pas faire euh, pour les multinationales, bah, on l'exige à nos compatriotes qui sont en tout cas dans la logistique, si je prends mon exemple. Et donc pour moi, c'est des choses qui poussent les gens à rester dans l'informel. Parce que voilà, on dit qu'on veut se structurer, mais est-ce qu'on est vraiment prêt à payer le prix de cette structuration? Et c'est pour ça que D'accord. je dis, moi, à mon avis, c'est quelque chose qui est là, qui va perdurer, parce que les gens auront toujours tendance à vouloir chercher moins cher plutôt que de chercher la sécurité. D'accord, ok. Parfait. Donc là, je vais essayer de faire une transition par rapport au sujet de tout ce qui est Silicon Valley africaine, de tout ce qui est en fait, qu'est-ce qu'aujourd'hui l'État ou qu'est-ce que le secteur privé fait pour, en tout cas, soutenir la culture d'entreprendre, ou en tout cas, qu'est-ce qu'aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, qu'on fait de manière générale pour que cette culture change, pour qu'effectivement qu'on essaie de se mettre au même niveau des acteurs européens avec des standards pour encore avoir plus de qualité. Donc là, je vais demander peut-être d'abord la question, je vais poser la question d'abord à monsieur Dia pour nous donner un petit peu son point de vue par rapport à tout ce qui est cette culture d'entreprendre et qu'est-ce qui est fait concrètement par exemple, l'État sénégalais ou certains États qui pourraient aujourd'hui rehausser ce niveau en fait et sortir effectivement de cet informel. Alors, merci Amadou donc, pour la parole. Donc, écoute, en ce moment, ce qui est vrai et ce qui est encourageant, c'est qu'il y a de plus en plus d'expats qui essayent de rentrer, d'accord? Donc, ils reviennent peut-être avec une compétence qu'ils veulent mettre au service de leur pays, mais aussi au niveau local, il y a énormément de jeunes aussi qui sont diplômés, qui sont là, qui ont les compétences. Et je vais même aller plus loin, il y a des gens qui ont fait leurs compétences dans l'informel, tu vois. Donc, ça veut dire qu'il y a un énorme potentiel aujourd'hui qui est là et qui ne demande qu'à être aidé un minimum pour pouvoir se lancer et pouvoir essayer. Le courage, il est là. On voit énormément de jeunes courageux, que ce soit au Sénégal, que ce soit en Afrique, des gens qui se battent jour et nuit, qui apprennent sur le tas. Parce qu'en fait, aujourd'hui, les gens, ils se sont réveillés, ils ont compris en fait que même la vie, même l'expérience de tous les jours pouvait être en fait une école en soi-même. Donc, ça veut dire qu'ils ont réussi à se faire leur expérience. Aujourd'hui, on voit des jeunes qui sont en reconversion ou qui sont en formation professionnelle, etc., ou qui développent en tout cas un plaisir d'entreprendre sur quelque chose sur lequel ils se sentent à l'aise. Et voilà, ils demandent qu'à être financés. Ils commencent à comprendre un peu le plan, enfin l'avantage de planifier un peu tout son avenir professionnel. Donc voilà, les jeunes, ils commencent déjà, il y a que ce soit les jeunes, que ce soit les vieilles personnes aussi, je pense à certains entrepreneurs qui sont décédés récemment, mais voilà, qui ont cette vision de porter en tout cas l'entrepreneuriat vers le haut. Et aujourd'hui, je pense que globalement, sans trop rentrer éventuellement dans le détail, mais les États comme le Sénégal, par exemple, commencent à mettre en place des choses.
On va peut-être parler de l'entrepreneuriat plus tard, de la Startup Act, etc., des aides d'innovation qui commencent aussi à naître par-ci par-là. Il y a cette synergie qui commence à mettre un peu en place aussi entre les différentes sociétés de la place. Voilà, il y a cette énergie positive. On sent qu'il y a quelque chose qui peut se faire. On sent que voilà, il y a des choses à faire. Il y a un énorme potentiel sur le terrain qu'on peut exploiter, aussi bien sur la partie logistique sur laquelle évolue Ousmane que dans d'autres secteurs, dans le secteur D'accord. juridique, dans vraiment pas mal de choses. Voilà. Donc c'est D'accord. un peu ça à mon avis sur Ok. lequel on est en ce moment. Merci pour ça, Youssouf. Donc, moi, je vais revenir à Monsieur Tamsir par rapport notamment à vous qui avez évolué, comme je dis, beaucoup en Afrique. Aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui a été fait, selon vous, depuis ces dernières années, dans le bon sens, ou qu'est-ce qui devrait être fait encore pour venir booster encore plus votre secteur d'activité? Par exemple, si aujourd'hui vous devez en fait avoir des demandes par rapport aux startups, etc., quelles vont être ces demandes en fait pour vous aider dans votre activité aujourd'hui? Bah, écoute, pour moi, c'est d'abord de dérouler. Effectivement, vous avez parlé de Startup Act. C'est vraiment au-delà de le ratifier, c'est de le déployer. Parce qu'il y a, Déployer. il y a un ensemble d'actions. Maintenant, aujourd'hui, moi, ce que j'ai envie de dire, on n'en est plus à donner des conseils aux jeunes Africains en leur disant entreprenez. Ils entreprennent d'eux-mêmes. Ils ont compris qu'aujourd'hui, à travers la technologie, tout était accessible. Je n'ai pas besoin d'être aux États-Unis ou en Chine pour pouvoir dealer avec eux. Donc aujourd'hui, les gens sont conscients de ça. On a un peuple très éveillé. Moi, là où je dirais, c'est beaucoup plus de formation. Nos jeunes ne sont pas assez préparés. Quand on parle même de la partie, parce que quand on parle d'entrepreneurs, de start-up, on parle de levée. Même en termes de levée, nos jeunes ne sont pas préparés par rapport au système anglophone, Nigeria, Ghana, où ils ont le mindset vraiment entrepreneur depuis 14, 15, 16 ans. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui rentre dans la tête du petit quand il finit ses études, il est en bac+3, bac+5, il se cherche et là, il se dit pourquoi pas entreprendre. Moi, je crois qu'on devrait activer la chose beaucoup plus tôt, de telle sorte à faire. C'est-à-dire, l'entrepreneuriat, et avant tout, on cherche des solutions. On est tous des jeunes, on vit dans des environnements où on a envie de proposer d'abord des solutions et ensuite de les monétiser. Donc, pour moi, le fait de proposer, c'est par rapport à ton environnement, par rapport à toute l'innovation que tu peux créer par rapport aux problématiques qui existent. Et pour moi, il faut les préparer. Il faut les préparer, le maximum de laboratoires d'innovation, le maximum d'incubateurs qui en tout cas que ces jeunes puissent très tôt, tu vois, développer cette fibre. Parce qu'en fait, in fine, un entrepreneur, un directeur d'entreprise, tous ces gens, bah, c'est une somme d'expérience. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on demande à nos jeunes, c'est tu as fini tes études, tu n'arrives pas à avoir de stage, tu n'arrives pas à bosser, et on te ramène dans l'entrepreneuriat et on t'exige des résultats, alors qu'à aucun moment de ton cursus, tu as eu à pratiquer. Laissons-les pratiquer, laissons-les faire des erreurs très tôt. Et moi, je trouve qu'à arriver en tout cas à un certain âge, ils auront déjà la maturité qui fasse que oui, quand je vais lui lever, enfin, quand je lui donne une subvention de 10 millions, bah, il sait ce que c'est 10 millions. En tout cas, il sait ce qu'il peut faire. Il ne va pas être à des étapes où il va faire des erreurs avec ça. Donc, pour moi, c'est ça, c'est beaucoup de formation, vraiment remettre les choses, les métiers, les secteurs à niveau. Aujourd'hui, on a énormément de secteurs où ça demande quand même de rafraîchir, de mettre du sang neuf, de vraiment montrer à ces jeunes que oui, de les tirer vers le haut. Et avec ça, en tout cas, moi, je crois que les jeunes sont assez conscients, ont assez envie, en tout cas, de relever les défis, parce que finalement, tous ces Africains ont juste un seul envie, de montrer que non, on n'est pas Africains. Nous, on est des gens, et c'est malheureux de le dire, on se bat d'abord pour montrer que non, on n'est pas Africains. We are human. I mean, on est capable de faire des choses as a human, comme les Européens, comme les Américains, voilà. Et déjà, tu vas passer une partie de ta vie à dépasser ce stade. Et ensuite, à l'autre, à vouloir développer. Pour moi, c'est pas vraiment faire, et c'est là où on doit
poussons-les vers le haut de telle sorte à ce qu'ils puissent se battre comme avec les autres dans ce pays. On n'entend pas. Oui, pardon. Donc, ça veut dire donner des moyens à cette jeunesse. Donc, ça veut dire, ça m'amène à la prochaine question, c'est comment est-ce qu'on attire des financements et comment est-ce que aussi on monte des incubateurs. Par exemple, je sais qu'il y a des initiatives aujourd'hui dans certains pays plutôt anglophones, comme le Kenya, le Rwanda ou le Ghana, qui ont réussi à lever beaucoup d'argent et à monter en fait une sorte on appelle ça, de Silicon Valley finalement, et qui regroupe à la fois des entreprises, des universités et en fait, et des apporteurs d'affaires pour créer cette culture d'entreprendre. Donc, aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait ça, par exemple, au Sénégal, ou comment on le fait concrètement? Donc, je ne sais pas, la question, ça peut être adressé à Youssouf ou à Tamsir, hein, comme vous voulez. Non, je laisse Aziz. Merci, Ousmane. Ouais, non, alors aujourd'hui, pour prendre l'exemple du Sénégal que je connais un peu mieux que les autres pays africains, aujourd'hui, il y a déjà pas mal de choses qui sont en place donc pour le financement. Je pense à l'ADER, je pense à des structures d'accompagnement telles que la DPME. Il y a pas mal de structures comme ça, déjà pour la partie financement. Ensuite, pour la partie mise en œuvre, pour la partie numérique ou innovation, il y a le plan Sénégal numérique 2025 et avec pas mal d'opérations donc qui sont mises en place. Les entreprises commencent déjà à être financées. Il y en a pas mal qui sont assez innovatrices, qui sont là et qui se battent tous les jours dans la recherche et le développement. Je pense aussi notamment au gros projet du parc des technologies numériques de Diamniadio aussi, qui est en construction et qui sera censé accueillir énormément d'entrepreneurs, d'investisseurs, etc. Après, voilà, en termes d'investissement, plutôt d'investissement, Tamsir, tu me corrigeras éventuellement si je dis n'importe quoi, mais je pense que c'est surtout la force d'innovation et la force d'incubation qu'on peut avoir. Aujourd'hui, je pense que c'est le rôle principal en fait des hubs d'innovation en fait, et c'est que ceux-là qui peuvent se concentrer et aider, accompagner les autres entrepreneurs à se lancer, à fixer leurs projets, à leur montrer le chemin, leur montrer comment ça se fait dans les règles de l'art, et ensuite voilà créer une énergie autour vraiment de cette entreprise avec des relations assez courtes et des relations humaines surtout. J'insiste beaucoup sur ce point-là, les relations humaines, parce que sans ça, la machine elle ne pourra jamais tourner. Donc voilà, donc créer cette synergie autour de plusieurs entrepreneurs, leur permettre de s'entraider, d'évoluer ensemble, de tomber et puis se relever ensemble. Voilà, D'accord. Finalement, en fait, faire fonctionner ces incubateurs, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. C'est que ces incubateurs-là permettent, en fait, qu'ils créent vraiment cet engouement qui va permettre, en fait, aux incubés de pouvoir développer leurs idées parce que les idées, elles sont là, de pouvoir donc développer les idées en les accompagnant aussi bien financièrement que sur la partie managériale. Et voilà, pour moi, ça les permet de se promouvoir et évoluer d'elles-mêmes. Parce qu'après tout ce qui est visé dans tout ça, dans les plans numériques 2025, etc., c'est pour que cette économie-là représente une grosse partie du PIB, en tout cas du pays. Donc, ça veut dire qu'en termes d'économie, c'est vraiment un gros terrain aujourd'hui, quand je prends l'exemple du Sénégal, notamment sur les marchés publics. Donc, les compétences elles sont là et ça va. Nous, on est un gros pilier aussi. On est connu, on est réputé pour attirer en tout cas le maximum d'investisseurs au Sénégal. Donc, on peut quand même continuer à bosser sur ce niveau-là. D'accord. Okay, parfait. Merci. Donc, du coup, Monsieur Tamsir, vous voulez rajouter quelque chose? Ah, il est au téléphone. Donc, la Clio. Oh, ok. Ok. Excusez-moi. Alors, Tamsir, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça? Pour moi, il a vraiment tout dit. Hein. C'est aujourd'hui, bon, il y a des choses qui sont en train d'être impulsées.
pour les accélérer. Aujourd'hui, si tu veux avoir une licorne, c'est pas 10, c'est pas 15, c'est 20 fois, il faut miser 50 fois. C'est les lois du marché. Donc, je crois que dans Ça coupe un peu. des choses qui sont des ça est énormément misé. D'accord. En fait, le micro, donc on n'entend pas beaucoup. On n'entend pas bien. Donc, je sais pas pourquoi. D'accord. Allô? Ça a bugué un tout petit peu tout à l'heure. C'est bon, là c'est bien. Allô? Donc, Euh, vous m'entendez là? oui, là, on t'entend à nouveau. D'accord, ok. Mais c'était certainement le retour. Donc voilà, je crois qu'il a vraiment tout. Ok, parfait. Donc, du coup, je vais passer à ma prochaine question. Donc là, je vais revenir au niveau de la logistique par rapport à le judo. Aujourd'hui, en fait, est-ce que, bon, après, peut-être que c'est pas vrai ce que je dis. Hein. Je pense quand même, on sait tous que l'Afrique est très en retard par rapport à l'aspect logistique. Alors que la logistique, pour les pays occidentaux, c'est quelque chose qui est au cœur de tous les stratégies. Donc, aujourd'hui, vous, en tant que logisticien, comment en fait vous voyez l'avenir au niveau déjà de la sous-région et qu'est-ce que est-ce que vous envisagez d'être en acteur incontournable dans le domaine et aujourd'hui est-ce que aussi vous avez des partenaires ou des sous-partenaires et concrètement est-ce que vous donnez les moyens de vos ambitions ou comment vous donnez ces moyens-là? Écoute, nous, on a une vision de base. On est un agrégateur. On se dit plateforme, une marketplace de transport. On est partenaire avec toutes les sociétés de transport qui sont à même d'offrir des solutions. Notre but, c'est d'agréger, d'organiser et de connecter. Donc, en ce sens, aujourd'hui, on prend vraiment à cœur ce service. Et nous, on n'a pas vraiment d'être au cœur de l'écosystème, mais on veut en tout cas impulser l'écosystème. Donc, en ce sens, on prend vraiment tout ce qui peut nous permettre, en tout cas, de permettre à la logistique africaine de performer, au moins qu'on dépasse ce stade. Au Sénégal, je me rappelle, il y a 10-15 ans, on était moins d'une poignée de main en termes de sociétés de logistique. Aujourd'hui, il y en a énormément. In fine, c'est bien pour le client parce qu'on se retrouve dans une situation où il n'avait pas de choix à une situation aujourd'hui où il a l'embarras du choix. Maintenant, quand on se retrouve dans des situations pareilles, c'est tout le temps justement le fait d'être le meilleur, d'avoir la meilleure qualité de service qui va vous distinguer par rapport au reste. Donc, au moins qu'on en soit là, qu'on en soit à un moment où je veux envoyer un colis au Kenya, que j'ai une plénitude d'offres parce que ça va faire que le marché va être de plus en plus compétitif et ça va permettre à moi qui veux envoyer de satisfaire mon client. Si je dois envoyer au Kenya et il me faut au moins prospecter durant une semaine un partenaire qui est capable de le faire, c'est-à-dire que voilà, c'est énormément de marchés qui partent. Et pour nous, aujourd'hui, c'est ça. C'est vraiment connecter les marchés africains et permettre aux Africains de faire du business entre eux, d'abord. Ensuite, de voir comment s'ouvrir au reste du monde. Mais rien qu'entre nous, on a déjà assez à faire. D'accord, ok. Donc, du coup, donc, en termes de e-commerce aujourd'hui, est-ce que vous travaillez avec des partenaires ou comment ça se passe exactement? Alors, pour le e-commerce, aujourd'hui, c'est très simple. Je prends un exemple tout bête. Moi, je me trouve au Maroc. On parle d'une population de 30 millions d'habitants. Les sites de e-commerce marocains vont avoir l'habitude naturellement de vendre à des populations marocaines. Aujourd'hui, le jeudi doit permettre à travers notre pays de vendre à plus de 300 millions d'habitants. Pourquoi? Parce qu'on est comme ça, 6 pays, le Sénégal, le Mali, et ça leur permet de vendre juste au Maroc, mais de vendre dans toute la sous-région. Et pour nous, c'est ça qu'on a fait. C'est de dire au type de e-commerce, si vous au Maroc en 3 à 4 jours, que ce soit en Côte d'Ivoire ou au Mali, tu vas livrer aussi au même prix. Et il y a des tarifs très préférentiels.
Et ça, pour nous, c'est le marché, ça va permettre aux Sénégalais de traiter à travers le marché marocain, de traiter à travers la. C'est ça qu'on appelle aujourd'hui le développement du commerce. Ça passe par ça. D'accord. Ok, c'est bon, vous avez terminé? Oui, tout à fait. D'accord, ok. Donc, du coup, est-ce que, Youssouf, est-ce que vous avez des choses à rajouter par rapport à ces deux questions? Ou, Euh, non, juste peut-être pour le rejoindre sur ce qu'il disait, il a raison. Là, aujourd'hui, il faut qu'on joue beaucoup plus sur l'accessibilité. Il faut qu'on commence à beaucoup plus dématérialiser les processus. Il faut que ça aille plus vite. Les choses souvent sont un peu lentes aussi. Des fois, voilà, le cadre juridique, il est déjà assez bien réglementé en termes de commerce, en termes d'échange, en termes de transport. Voilà, il suffit aujourd'hui, je pense, de penser à évoluer enfin vers la dématérialisation des processus pour gagner du temps et faire bouger les choses. En termes de logistique, je pense, quand je prends le simple exemple de se faire livrer un colis, on a envie que son colis arrive vite, quoi. C'est, par exemple, les termes d'envoi, que ça arrive en sécurité, comme disait Ousmane tout à l'heure. Et tout ça, faut déjà de un pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir accéder au prix de tout le monde éventuellement, ou je sais pas, pouvoir transparence, faire des devis, ou en tout cas, la base serait déjà que les entreprises entre elles-mêmes, qu'il y ait un processus de dématérialisation qui leur permet de faire tout leur processus vis-à-vis des douanes, vis-à-vis des différents organismes avec lesquels ils interagissent. Donc, tout ça, voilà, c'est des champs d'exploitation qu'on peut retrouver dans différents secteurs métiers. C'est vraiment pour faire un peu l'apologie là de la digitalisation ou en tout cas de l'entreprise de l'investissement sur cette partie-là, parce que c'est vraiment un gros secteur porteur aussi. En Afrique, on a besoin encore de compétences. On a besoin des gens au fond qui vont aller sensibiliser les gens sur l'importance de la digitalisation, sur l'importance de numériser les processus, de pouvoir atteindre de couvrir le maximum de territoires possible, le maximum de connexions possibles. Bien sûr, tout en faisant attention quand même à la réglementation sur les données personnelles. Ça aussi, c'est un cadre à part, mais qui est quand même en train d'être réglementé. Je pense à certains acteurs comme Ascensi aujourd'hui qui œuvrent beaucoup sur cette partie-là. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez important aujourd'hui qui doit continuer à être mis en œuvre. Et voilà, ça rejoint un peu ce que Ousmane disait tout à l'heure. D'accord, ok. Donc là, par rapport à ça, aujourd'hui, concrètement, est-ce que, par exemple, Ousmane, est-ce que vous travaillez avec les autorités ou est-ce que vous leur donnez, en tout cas, vous leur envoyez un cahier de doléances pour qu'ils essayent, en fait, de mettre en place des chantiers qui faciliteraient plus ou moins, en tout cas, votre expansion sur le marché? Et aussi, en parallèle aussi, une autre question, c'est au niveau de la logistique, apparemment, il y a quand même beaucoup d'acteurs, certains qui ont des licences, d'autres qui n'en ont pas. Et donc, du coup, comment ça se passe tout ça? Écoute, je vais commencer par la dernière question, c'est l'aspect réglementaire. Euh, alors, c'est la génération où on est, on a dépassé quand même le stade de faire des doléances et d'attendre que l'administration publique nous revienne. Ça, c'est vraiment passé 20, 30 C'est ans. super. Il faut vraiment être sur du factuel et travailler avec le secteur public à trouver des solutions. Parce qu'in fine, aujourd'hui, le secteur public ne travaillera jamais dans le sens d'une entreprise privée. Mais quand il s'agit de, je veux dire, de questions publiques, de questions vraiment sectorielles, là, le secteur public, en tout cas, est beaucoup plus enclin à nous écouter. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette démarche participative. Nous, ce qui nous importe, c'est le développement de la logistique. C'est pour ça qu'on est vraiment dans tout ce qui est action ou type, en tout cas, de stratégie qui nous permettent d'être en phase avec l'administration et de pouvoir œuvrer. On est dans un ère où il est important d'avoir sa pierre et de mettre sa pierre à l'édifice. Donc, nous, le plus important, c'est ça, et on travaille beaucoup plus, en tout cas, dans ce sens. Et, ça nous ramène à la deuxième question. Ça nous pousse même à interagir et à travailler avec les autorités de régulation. Par exemple, la RTP, on les soutient vraiment
dans la logique qu'ils ont, parce qu'on est aujourd'hui certain que le secteur j'ai même pas envie de dire de la logistique, parce que la logistique est un secteur beaucoup plus vaste. Mais si on prend par exemple l'Agence de régulation des télécoms et des postes, qui gère toute la partie sectorielle relative à la messagerie, à l'express et au courrier. Quand on dit messagerie, c'est entre autres les livraisons e-commerce. Donc pour nous, c'était important de travailler en étroite ligne avec cette agence et de lui permettre justement d'avoir une vision à long terme. Donc on échange énormément avec eux et pour nous, c'est très légitime, hein, tu vois, un entrepreneur qui vient, qui veut acheter des scooters, qui veut exercer. Comment tu veux lui interdire ça si il y a 15 ans où il n'y avait pas de licence, bah, les gens avaient d'abord commencé comme ça et ensuite il y a eu les licences. Donc c'est assez compliqué parce que les, le métier de la livraison aujourd'hui est en train de faire vivre énormément de gens et on ne s'en rend pas compte. C'est ça le pire, c'est qu'on ne voit pas ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, quand une entreprise te dit qu'il a 300 livreurs, ça veut dire qu'il a 300 pères de famille qu'il nourrit, tu vois. D'accord, ok. D'accord. Ça devient même un métier complémentaire quand tu parles des étudiants qui commencent qui ont les cours, mais qui savent qu'entre telle et telle heure, ils ont de la disponibilité, ils ont des besoins, qui vont faire de la livraison parce qu'ils veulent justement. Au moins, ils ont certains métiers qui commencent à se créer. On n'est plus dans cette optique d'être juste dans le centre d'appel, on va avoir un supplémentaire. Donc, il y a énormément de choses à faire. On en est conscient. C'est vraiment en punissant, en tout cas, l'informel qu'on va s'y retrouver. Je suis vraiment dans un cadre de consensus et de trouver comment, ensemble en tout cas, on pourra, et le privé et le public et l'informel, comme on l'appelle, se retrouver dans un secteur où voilà, tout est cadré. D'accord, ok. Donc, du coup, je ne sais pas si Youssouf, tu as des choses à rajouter ou je passe à ma prochaine question. Non, juste rapidement sur cette petite partie-là, surtout concernant l'informel, parce que ça concerne une grosse source d'économie dans le pays, c'est notamment aujourd'hui au Sénégal et même dans beaucoup d'autres pays. C'est pour dire qu'aujourd'hui, il y a pas mal de projets qui sont en train de se mettre en place pour pouvoir en fait faire reconnaître les compétences de ces derniers-là et leur permettre en fait d'entreprendre. Il y a pas mal de processus aujourd'hui qui sont en train de se mettre en place. Je pense à certaines fondations telles que la fondation Pathfinder de Modibo Diarra anciennement qui se trouve aujourd'hui au Mermoz, qui œuvre aujourd'hui dans les STFI, mais aussi qui veut permettre c'est en train de développer une solution pour permettre aux gens du secteur informel de pouvoir faire reconnaître leurs compétences. Voilà. Aujourd'hui, c'est quelque chose sur lequel ils sont en train de travailler pour permettre aux juges, donc toujours à l'économie et éventuellement au transfert de biens d'une zone à une autre prospérer. Quoi. D'accord, ok, parfait. Merci pour ces précisions. Et donc, du coup, une autre question, mais après, on va se concentrer plus pour essayer de finir dans 20 minutes maximum. Donc, ma prochaine question, c'est par rapport aujourd'hui, on est d'accord, donc on doit travailler à la fois au niveau local, mais comme on est dans de la digitalisation, donc les choses sont plus ou moins globalisées. Aujourd'hui, je voudrais aussi savoir comment est-ce qu'aujourd'hui vous faites pour travailler avec des acteurs à l'international. Par exemple, aujourd'hui, au niveau de la logistique, on est d'accord, l'Afrique importe beaucoup des choses qui viennent de l'extérieur. Donc, il y a notamment des coûts, il y a peut-être aussi de la régulation qui est dedans, je ne sais pas. Comment ça fonctionne exactement et comment, en fait, vous arrivez à négocier avec des partenaires qui sont en dehors de la législation africaine? Bah, écoute, aujourd'hui, bon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des associations qui existent depuis très très longtemps, telles que IATA, qui est aujourd'hui l'association qui regroupe tous les transporteurs aériens, telle que la FIATA, qui regroupe tout ce qui est les forwarders en tout cas, les grands affréteurs maritimes et autres. Ce qui fait que certaines choses existent déjà. Le challenge, c'était beaucoup plus comment arriver à tirer nos secteurs locaux vers le haut, de telle sorte à ce qu'on soit en phase avec ce qui se fait de manière générale. Je te donne un exemple tout simple. Aujourd'hui, je veux une cote
pour l'Allemagne, pour la France, pour l'Espagne. Ils ont tous les mêmes manières de facturer. C'est-à-dire qu'ils vont te dire, voilà les frais locaux, voilà nos honoraires, voilà les coûts. Au Sénégal, c'est très difficile d'avoir ça. Chacun facture comme il veut. Tu vois, tu vas aller au Mali, c'est pareil, le gars te dit, bon, nous, on facture au kilo de douane. Donc, tu vois, D'accord. alors des Françaises arrivons déjà à avoir une uniformisation de comment on travaille. Et tu vois, c'est une fois qu'on arrive à avoir ça, comment nous tirer vers le haut pour être au même niveau que les autres. Et ça, c'est un chantier qui est large parce que, bon, Donc, ça veut dire en fait faire des études, être plus transparent et partager encore plus, sans doute. écoute, la transparence est au cœur de, en tout cas, nous, notre plateforme à nous. Pourquoi? Parce qu'on travaille avec des acteurs qui peuvent potentiellement te voir comme des concurrents. Donc, dès le départ, pour eux, c'est primordial d'être transparent. De telle sorte qu'ils te font confiance et qu'ils sont capables de te faire justement des tarifs très, très privilégiés pour que justement tes clients puissent en bénéficier. Mais clairement, la transparence est le nœud de la guerre. Hein. S'il n'a pas confiance, pourquoi il te donne ces tarifs? Pourquoi? Ok. Parce que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure. Il fallait qu'on insiste justement sur le côté humain. Et tu vois, ça, justement, c'est le côté humain, le côté honnête. Après, ce que je veux dire, peut-être certains pourraient éventuellement le prendre mal, mais c'est quelque chose de réel. Faut qu'on soit plus humain, faut qu'on soit plus honnête et plus sincère avec nous-mêmes. Ça veut dire faut qu'on se fasse du business pour non seulement faire du business, d'accord, mais s'entraider et savoir que voilà, c'est comme ça, le pays il est bâti comme ça, c'est comme ça qu'on construit en fait, je sais pas, des relations pérennes et assez professionnelles sur le long terme, parce qu'il faut viser le long terme. Après tout, voilà, faut pouvoir voir plus qu'une seule relation business, faut voir, voilà, faut voir qu'il y a toujours autre chose que derrière le business qui est, voilà, le fait de rester humain et d'être avoir l'esprit tranquille, c'est un peu ça que j'ai envie de dire. Voilà, c'est juste ça qui rejoint un peu ce qu'Ousmane disait. D'accord, ok. Donc, du coup, je pense qu'il nous reste à peu près 18 minutes pour terminer. Donc là, moi, là, je vais poser des questions plus pour en savoir un peu plus pour vous. Qu'est-ce qui, pour comprendre un petit peu le côté entrepreneur en vous, pour savoir en fait, par exemple, Ousmane, j'aimerais bien savoir quand est-ce que vous avez débuté à entreprendre et pourquoi vous êtes entrepreneur et qu'est-ce que ça veut dire en fait entrepreneur? Écoute, pour moi, entreprendre, c'est vivre. Je vais m'expliquer quand est-ce que j'ai commencé à entreprendre. J'ose pas dire. Mais ceux qui me connaissent bien, et, enfin, quand je rencontre des amis, quand je te dis du collège, c'est de la sixième, de la cinquième, ils me disent, on savait que tu allais finir comme ça. Ils me disent, même au collège, durant la pause, ils vendaient des goûters. Entrepreneur d'arabe. Donc, tu vois, et c'est vrai, tu vois, j'ai très tôt voulu avoir cette liberté, tu vois, de faire des choses, tu vois. Et pour moi, aujourd'hui, il y a deux choses qui sont très importantes. C'est un, le fait de le faire. C'est-à-dire qu'on te dise, c'est impossible. Qu'on te dise, c'est pas possible. Le fait de le faire. C'est le challenge, quoi. Voilà, le fait de le faire, tu ne le fais pas pour les autres, tu le fais d'abord pour toi. Tu le fais parce que tu es en train de donner un sens à ta vie. Tu vois, Super. c'est mon livre le premier. Le deuxième, c'est que, tu vois, j'ai une phrase qui me suit depuis mon adolescence. Moi, j'ai fait mes études. Dès le départ, je me disais, je reste en Afrique. Donc, même après le bac, je suis resté au Maroc et j'aurais dit, bah, c'est pas parce que je suis au Maroc que, voilà, je peux y arriver. Et j'ai toujours ce challenge de dire un Africain pour l'Afrique. Euh, c'est le titre même, je crois, de mon profil. Et Oui, parce oui, que, bien sûr, bien sûr. Un Africain pour l'Afrique. C'est voilà, beau. pour nous, on a eu l'occasion d'aller ailleurs, hein, mais pour nous, c'est là. C'est ici que ça se passe.
Et ici, l'histoire a retenu que quand tout ce qui passé, et ici, c'est ici qu'on doit réparer les choses. Donc, D'accord. pas attendre des autres qui le fassent comme nous, c'est à nous de le faire. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais au moins qu'on soit cette génération qui impulse, qui donne la voix à d'autres générations qui disent bah, on va essayer, on va y arriver parce que justement, nos grands frères avaient réussi à faire ça. Donc, on peut, tu vois, arriver, et c'est ça le but, c'est de vraiment arriver à rendre l'Afrique fière et à redorer l'image de l'Afrique. Parce qu'on n'est pas ce peuple qu'on prétend et qu'on veut nous faire croire qu'on est. Exactement. En fait, je reprends la phrase que tu as dit tout à l'heure, c'est We are human beings. Donc, du coup, finalement, on n'est pas qu'africains, on est aussi, on est juste des personnes. Voilà, on veut faire aussi ce que tout homme sur Terre est capable de faire ou voudrait faire. Finalement, participer à l'humanité et puis apporter sa pierre à l'édifice. Bien sûr. Ça veut dire, en fait, donc, je vois bien que vous avez encore d'autres, vous devez avoir d'autres projets en tête. Non pas que le judo, que le judo. Bah, écoute, le judo, tu sais, pour l'anecdote, pourquoi on a voulu le faire, au début, c'était une idée. Et à chaque fois on nous disait, est-ce qu'ils l'ont fait en Europe? On dit non. D'accord, donc ça ne marchera pas. Je disais aux gens, mais pourquoi il faut que ce soit les autres qui commencent une chose pour que nous, on s'y mette? Et c'est ça qui est venu le challenge, c'est vraiment le faire, dire oui, pour le marketplace de prestations logistiques, ça n'existe pas. On n'en a jamais entendu parler. Oui, c'est normal parce que ça vient de nous. Et voilà. Après, moi, je suis une personne de challenge. Je n'insulte pas l'avenir, je ne sais pas. Mais je sais que, voilà, j'aime bien les défis. J'adore les défis. C'est ce qui En tout me cas, dit. c'est beau. Et voilà. Ben, en tout cas, c'est très beau comme parcours. Et effectivement, donc, on est africain pour l'Afrique qui a tout fait en Afrique et aujourd'hui qui montre l'exemple. C'est très beau à voir. Là, je m'adresse directement aussi à Youssouf. Donc, pareil, qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre? Et pour toi, c'est quoi l'entrepreneuriat? Alors, moi, si tu veux, le déclic de l'entrepreneuriat, il m'est tombé dessus, on va dire, il y a 3 à 4 ans. Déjà, à la base, je voulais même pas me lancer dans l'informatique. Comme on dit, hein, le destin fait les choses pour nous. À la base, je voulais me lancer dans l'aviation civile, rien à voir. Donc, Ah ouais. vraiment rien à voir. Donc voilà, avec un concours de circonstances, je me suis retrouvé donc dans l'IT. Après, j'ai bien aimé, hein, j'ai bien aimé. Après, derrière, parce que voilà, il y a cet amour peut-être éventuellement de tout ce qui est scientifique, etc., tout ce qui est technologie. Et je me suis retrouvé et depuis quelques années, en fait, enfin, en discutant un peu avec mon entourage, hein, je savais qu'il y avait un énorme besoin euh, de dématérialisation déjà. D'accord. On avait un énorme besoin de pouvoir aujourd'hui d'interconnecter le monde ou d'interconnecter les services, que ce soit étatiques, que ce soit privés, que ce soit dans le portage de données, etc. Dans le domaine de la recherche et du développement, je me suis dit que voilà, il y avait des choses à faire parce on commençait à accuser un petit retard. Et à cause de ce petit retard-là, justement, c'est quelque chose qui se rattrape pas facilement parce que d'autres pays africains sont en train de partir, quoi, tu vois. Donc voilà, moi je me suis dit, euh, qu'est-ce que je peux faire, moi en tout cas de mon côté, pour pouvoir essayer enfin d'apporter ma pierre à l'édifice, hein, comme on dit, pour dire ça simplement. Donc moi je me suis dit qu'il fallait innover. Et quand on regarde aujourd'hui, la seule manière aujourd'hui de faire relever l'économie, mais aussi de créer de l'emploi, ou en tout cas d'aider son entourage, déjà aujourd'hui, c'est de créer de l'emploi, c'est créer des entreprises, voir comment on peut faire travailler les gens, comment on peut faire embaucher les gens, comment on peut engager de nouveaux processus, de nouvelles relations, etc. Donc c'est comment mettre en place un peu toute cette synergie-là, moi qui m'est venu en tête, enfin bien sûr en voyant plusieurs exemples aujourd'hui dans le monde, hein. Après, je dis pas que ça réussit toujours,
Mais en tout cas, à la fin, on y gagne quelque chose qu'on n'aurait pas gagné en restant chez soi. Ça, c'est sûr et certain. Parce que on apprend de la vie, non seulement, mais aussi on apprend aussi des relations un peu plus hautes. On sort un peu de sa chambre, de chez soi et on voit ce qui existe dehors. Et la vraie vie, quoi, entre autres. Donc voilà. Donc D'accord. derrière, on va voir derrière comment les gens se battent pour gagner leur bout de pain. On D'accord. voit un peu comment les gens souffrent aussi derrière. Donc voilà, tu dis que voilà, alors qu'il y a aujourd'hui un gros potentiel aujourd'hui à exploiter, tant que possible, voir comment faire accompagner ces gens pour qu'ils trouvent de l'emploi et que soi-même qu'on puisse accomplir ses rêves ou tenter, Absolument. se laisser tenter au bout du risque, quoi, comme j'ai envie de dire. En fait, on se construit dans l'entrepreneuriat, effectivement. C'est un peu ça. C'est un peu une autre leçon, une autre école, quoi. C'est un autre mode de vie aussi qu'il faut peut-être D'a- quitter pour savoir, j'espère. D'accord. Bon, on va bientôt finir. Peut-être une dernière question avant de vous laisser conclure. En fait, dans moins de 30 ans, l'Afrique va compter environ 2,5 milliards de population avec une population qui est très, très jeune. Donc aujourd'hui, en fait, tout le monde s'accorde à dire que l'Afrique, c'est l'avenir. Donc vous qui êtes entrepreneur d'aujourd'hui, vous serez les grands entrepreneurs de demain. Ça, je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc, toute cette jeunesse qui va venir, qui sera là, donc ça va être une jeunesse qui va demander énormément, qui va vouloir connaître. Aujourd'hui, en fait, comment vous voyez ces choses dans à peine moins de 30 ans? Est-ce que est-ce que les choses vont se réaliser dans le bon sens ou malheureusement, ça va être comme à chaque fois, en fait, on nous annonce on progrès, on nous annonce plein de choses et en Afrique, les années passent, l'Afrique ne change pas. Donc, c'est quoi votre avis par rapport à ça? Bah, moi, je pense que là, enfin, on a une chance, donc, comme tu le disais, hein, d'avoir une population assez jeune et les gens commencent à être de plus en plus sensibilisés à l'entrepreneuriat. Les gens, ils essayent aujourd'hui. Ils essayent avec les moyens du bord, d'accord? Ils essayent vraiment avec ce qu'ils ont. Comme disait Tamsir tout à l'heure, on n'attend pas forcément que l'État nous tende la main. Aujourd'hui, les gens ont compris que même si ça se faisait, souvent, ça pouvait prendre du temps. Donc voilà, qu'il fallait essayer de maximiser ou en tout cas de faire prospériser ce temps-là. Et du coup, les gens travaillent, les gens aujourd'hui, ils essaient avec ce qu'ils ont. Et je pense qu'au fil du temps, ça va être une culture qu'on va inculquer aux plus jeunes. Aujourd'hui, comme je disais, hein, il y a des gens qui sont de plus en plus jeunes, des gens, on peut même pas imaginer leur âge. Quand tu penses à Tamsir au collège qui vont son goûter, tu sais, tu sais que voilà, les gens depuis le plus jeune âge peuvent développer ce goût de l'entrepreneuriat. Donc, et je pense que là, c'est parti, quoi. La culture, les mentalités, elles sont en train de changer. On maintient quand même les racines culturelles, mais voilà, les mentalités commencent à évoluer, à s'ouvrir au monde. Et parce que voilà, aujourd'hui, on vit un peu dans un monde connecté. Et je pense qu'on est aussi un peu obligé d'aller un peu vers ce monde-là, bien sûr, prudemment pour pouvoir évoluer avec le monde et ne pas rester derrière en termes de technologie et en termes d'innovation. D'accord, parfait. Merci, Youssef, pour ça. Donc, Tamsir, avez-vous des choses à rajouter? Écoute, pour moi, il a vraiment tout dit. Hein. Donc, il a tout dit, C'est c'est fini. vraiment. C'est rassurant qu'au moins on a une génération où on est sur la même longueur d'onde. Les gens sont conscients des défis qu'il y a devant nous. Chacun est naturellement chacun dans son stade, mais chacun a la même vision. C'est que nous voulons rayonner, nous voulons que nos entreprises prospèrent, mais nous le voulons en tout cas en Afrique. Euh, pour moi, ce qui a le plus important, c'est ce que je dis déjà. Tout le monde, il y a deux choses. Il faut commencer par être résilient. Il faut commencer, il faut le faire. Je préfère que tu commences avec un, mais commence. Tu vas faire des erreurs, mais commence. Deuxièmement, sois résilient. On ne parle pas de jouer à la loto. Donc, un entrepreneur qui rentre dans un business qui ne s'attend pas à récolter des fruits la première année, la deuxième année,
C'est, tu vois, à moins que tu sois florissant, il n'en existe pas 15. Donc aujourd'hui, c'est vraiment croire en soi, c'est croire en ce que tu veux, croire en ton projet. Parce que si tu ne peux pas croire en ton projet, pour comment tu veux que les autres croient en toi? D'abord, c'est un travail très personnel. Moi, je dis que je faisais un post cette semaine, je parlais de la soupe du vainqueur. Je disais, pourquoi tu vois la plupart du temps certaines personnalités, certains vedettes de sport et tout, arriver à un certain niveau et de pleurer, c'est parce qu'ils sont en train de se retasser tous les moments où ils ont été seuls, où ils ont été les seuls à y croire. Et pour un entrepreneur, c'est d'abord ça. Et c'est que comme ça que tu arriveras, parce que tu vas avoir une équipe, il faudra les driver. Comment tu peux driver des gens si toi, au fond de toi, tu doutes encore? Donc pour moi, il faut y croire, il faut être résilient, se donner le temps. Maintenant, être résilient, ça ne veut pas dire se suicider. C'est vraiment donner le temps à son business de grandir. Si avoir un autre boulot à côté, c'est vraiment d'assurer cette sécurité. Le moment voulu d'oser sauter, d'être maître à bord. Absolument, absolument. Merci en tout cas pour ces précisions. Effectivement, aujourd'hui, je pense on peut dire qu'on a une jeunesse africaine qui est sur la même longueur d'onde et qui a envie d'entreprendre et qui a vraiment voilà, envie de pousser les limites de ce qu'on voit aujourd'hui en Afrique. Donc, je pense qu'on a fini. Il y a une dernière question. Ou plutôt, c'est une question que j'ai l'habitude de poser souvent quand j'invite des personnes, c'est aujourd'hui, il y a la volonté, etc., mais on sait tous que l'Afrique, malheureusement, ne bougera pas sans la contribution des États. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a l'aspect régulation qui doit être au point, on a parlé des incubateurs qui doivent aujourd'hui qui vont garantir le succès parce qu'on va avoir un ou deux succès par-ci, par-là, mais on n'aura pas de développement viable tant qu'en fait l'État elle-même ne participe pas de manière vraiment volontaire et qu'on n'ait pas des politiques volontaristes. Ça, c'est sûr. Donc aujourd'hui, tous les deux, tout à l'heure on a dit que vous ne faites pas de doléances, mais aujourd'hui, si on a un chef d'État qui nous écoute, on a un ministre qui nous écoute, qu'est-ce que vous voudrez lui dire et qu'est-ce que vous voudrez qu'il fasse dans les plus brefs délais sans attendre qui pourrait aujourd'hui venir renforcer voilà, votre effort, ce que vous faites? Bon, après, tu vois, tu poses une question comme ça, on peut dire plein de choses, hein, tu sais, on peut demander une défiscalisation pour les entrepreneurs, on peut demander des allègements, on peut demander faites-toi plaisir. Mais, c'est vraiment, il y a beaucoup de écoutent. Je pense qu'ils nous écoutent forcément. Donc, non, mais pourquoi je te dis ça? Il y a tellement de choses qu'on peut demander, mais à la fin, je crois qu'il y en a un seul qui est important. C'est que cette jeunesse ait conscience que les pouvoirs publics ont confiance en eux. Et avoir confiance en eux, c'est leur donner des marchés. Il y a des jeunes qui sont là, donnons-leur la chance. Ils ont des solutions qui existent, donnons-leur leur premier marché. À mon avis, c'est quelque chose, c'est vraiment être dans cette massification de la commande publique qui doit passer dans le privé et les jeunes. D'accord. Quand on parle de privé, ce n'est pas juste les mastodontes qui existent, mais donnons la chance aux menuisiers du quartier qui arrivent à faire à peine 10 tables par an, d'avoir un marché où il a 30, 40 tables. Donnons la chance à l'autre qui fait de la peinture d'avoir un marché qui lui permet aujourd'hui de peindre un immeuble. Absolument. C'est vraiment ça, c'est donnons-leur la chance. Faire confiance à la jeunesse. C'est faire confiance à la jeunesse. Et moi, je suis sûr qu'ils ne nous décevront pas parce qu'ils le font d'abord pour eux, ils le font pour les générations futures. Donc, pas de doute là-dessus. Absolument, absolument. Merci, Tamsir, pour ça. Donc, Youssouf, est-ce que tu as une doléance à faire ou qu'est-ce que tu voudrais demander à notre cher gouvernement et à nos chers décideurs? Je pense que encore une fois,
Alors, on t'entend pas, Youssef. Ouais, donc, je disais que je vais peut-être juste répéter un peu ce que Tamsir a dit parce qu'il a quasiment tout dit aussi là. Faut qu'ils fassent confiance aux jeunes, faut qu'ils acceptent voilà, de lâcher la main beaucoup plus vite, de vite cadrer les choses, mais surtout de commencer à mettre en œuvre parce que faut soit beaucoup plus dans la pratique. Souvent, on est un peu plus trop dans voilà, voilà, on met des cadres, etc. On parle un peu trop, mais quand il faut passer à l'action, souvent là, ça ralentit un peu. Voilà, faut qu'on commence à mettre en œuvre les choses et qu'on laisse les idées se développer, quoi. C'est juste ça. Et puis voilà, que les gens fassent beaucoup plus aussi confiance au centre d'incubation, qu'ils aillent vers l'information, que les jeunes surtout aussi aillent vers l'information, qu'ils aillent demander au centre, je sais pas, que l'État organise des campagnes, je sais pas, sensibiliser via l'entrepreneuriat, je sais pas, on va trouver un plan cohérent pour permettre aux jeunes de plus se former et de plus prendre conscience de cela et d'encore mieux les accompagner dans la structuration. Et je pense que c'est que comme ça qu'on va créer une économie saine et pérenne. D'accord, super. Merci Youssouf. Donc, je pense qu'on est arrivé au terme de ce panel. En dernier mot, si vous avez des choses à rajouter, et il n'y a pas aussi de questions. Donc, mais de toute façon, je pense que les gens auront le temps de revenir sur le live et éventuellement, en tout cas, écouter tranquillement. Voilà. Est-ce que vous avez un dernier point que vous avez envie de partager ou que peut-être un truc qu'on a oublié d'aborder? Tamsir, vas-y. Non, moi non. Juste, je voulais juste vous remercier donc pour cet échange qui était assez sympa. Et j'ai bien aimé écouter Tamsir aussi sur cette partie logistique. J'ai rencontré pas mal de gens dernièrement qui évoluent aussi dans la logistique. Je ne manquerai pas de me mettre en contact avec toi pour que tu m'en apprennes un peu plus sur ce métier-là. Donc c'était vraiment un plaisir. Merci à toi, merci à toi aussi à vous pour l'invitation. Donc c'était super ce soir. C'est partagé, mon cher. C'est partagé. C'est vraiment un plaisir. On a vraiment échangé, fait une connexion, c'est très important. Et voilà, je t'encourage à vraiment œuvrer dans ce sens. Plus il y aura de gens qui vont être entendus, plus les consciences vont s'éveiller sur certaines choses. Et ce que nous disons, en tout cas, merci beaucoup. D'accord, ok. Bon, en tout cas, c'est moi qui vous remercie et de m'avoir permis à concrétiser en tout cas ce rêve, parce que moi j'ai toujours voulu partager aussi les connaissances, etc. Donc c'est ça l'Africa Innovation Center. Et voilà, donc merci pour cette discussion qui a été très intéressante. Et encore, désolé si peut-être il y a des choses qu'on n'a pas pu aborder, mais je pense qu'on aura l'occasion dans d'autres panels à revenir plus en profondeur sur certains points. Et voilà, donc je remercie tout le monde et je vous dis à bientôt. À plus. À très bientôt. Au revoir.